Donc, bonjour à tous, merci encore d'être présents pour ce Dites-nous tout sur mon espace santé. Donc, juste avant de lancer le Dites-nous tout, on a une petite diapo qui rappelle un peu les règles de bonne pratique. Donc, normalement, alors sachez que vos caméras et vos micros sont coupés pour le moment. Quand vous voudrez prendre la parole, vous aurez la possibilité de lever la main et on vous permettra justement d'ouvrir vos micros et vos caméras pour pouvoir poser vos questions en séance. Et sinon, vous avez aussi la possibilité pendant toute la séquence d'aujourd'hui de mettre vos questions dans le fil de discussion. Donc, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion. Petit rappel sur les Dites-nous tout. C'est un temps qui est dédié aux professionnels du secteur de la santé, qui soient du sanitaire, mais aussi du médico-social ou qui exercent dans le secteur libéral. Il y a aussi les acteurs régionaux, que ce soit ARS, GRAD, Réseau de l'assurance maladie, et aussi les industriels, bien sûr, sont les bienvenus pour participer à ce temps. Donc, l'objectif de ces Dites-nous tout, c'est bien sûr, c'est de rester informé sur mon espace santé, mais aussi avoir l'occasion de poser toutes ces questions autour de mon espace santé et aussi avoir la possibilité d'échanger avec des confrères qui ont mis en place des usages autour de mon espace santé. Donc, comme pour l'habitude, sur la diapo suivante, on a une présentation de l'ordre du jour, donc avec une séquence qui est, comme à son habituel, d'une heure, où on va revenir sur les chiffres clés. Là, on aura la possibilité justement d'avoir une présentation sur l'agenda, donc avec Sébastien, puis un retour d'expérience d'une structure pilote dans le cadre de l'expérimentation dans le secteur du médico-social, une séquence questions-réponses, un focus sur les outils de mon espace santé. Et puis, comme ça a été dit en début d'année, on a rajouté 30 minutes dédiées au médico-social. Donc, tous les acteurs qui sont engagés dans le cadre de l'expérimentation ont un temps d'échange pour poser des questions spécifiques en lien avec l'expérimentation. Donc, pour les chiffres clés, du coup, je laisse la main à mes collègues assurance maladie pour revenir sur ces chiffres. OK, bah, je vais commencer du coup. Merci, Nelsa. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme habituellement, on vous présente les chiffres macro, hein, au niveau national. Alors, 56 millions de mon espace santé, ouverts, hein, grâce à l'opt-out, mais non activés. Vous trouvez presque 13 millions, du coup, de mon espace santé, en tout cas de profils qui ont été activés par les usagers et puis un peu moins de 2 millions, hein, de mon espace santé opposé et fermé. Donc ça, c'est très récent et puis sur les graphiques de droite, on vous a remis effectivement l'évolution mensuelle, hein, de mon espace santé avec la comparaison donc entre le stock de messes activées, fermées, opposées et puis les incréments concernant les activations. Donc, comme vous pouvez le constater, entre octobre 2023 et mai 2024, on constate quand même une augmentation, hein, significative du nombre d'activations mensuelles pour arriver finalement à fin mai à quasiment un peu plus de 500 000 activations sur le mois de mai. Voilà. On peut passer à la suite. Alors là, petit focus sur l'alimentation du dossier médical de mon espace santé, côté usager. Donc on vous a remis le palmarès, hein, sur la partie gauche avec la synthèse des alimentations de documents par type. Donc en première position, on retrouve les certificats déposés par les patients, ce qui représente un segment de 25, donc 1,5 million de certificats déposés par les usagers. En deuxième position, le profil médical de mon espace santé, hein, qui a été alimenté par les patients et les usagers, donc 1,4 million, 23 de parts. Et puis en troisième position, donc là, les volontés et les droits du patient, donc à hauteur de 11, donc ce qui représente 700 000 finalement documents alimentés par les usagers. Donc en synthèse, sur les 12 derniers mois, hein, glissants, hein, puisque le palmarès concerne la fenêtre de tir, donc sur les 12 derniers mois pour arriver au 30 mai 2024, on a en synthèse donc 3 millions de messes alimentées par les usagers et un peu plus de 6 millions de documents alimentés par ces derniers. Sur la partie droite, donc on vous a remis également l'évolution mensuelle, hein. Comme vous pouvez le constater, on arrive à une moyenne de documents ajoutés par mois, donc c'est la ligne rouge, hein, donc quasiment 550 000, hein, documents alimentés par les patients. Et puis, vous pouvez constater effectivement une baisse significative, hein, entre le mois de novembre 2023 jusqu'à février 2024. Donc ça faisait suite, effectivement, en termes d'éléments d'analyse et d'explication, à la campagne qu'on avait lancée, notamment de communication, hein, grand public,
qui précédait justement cette baisse significative-là. Et l'autre élément explicatif concerne effectivement la montée en puissance de l'alimentation par les professionnels de santé, ce qui induit mécaniquement aussi une baisse de l'alimentation des dossiers médicaux pardon, par les usagers eux-mêmes. Voilà. Je vais laisser la main du coup pour la suite à ma collègue Séverine. Bonjour à tous. Donc je poursuis, sur, cette slide-là où on vous montre un peu l'évolution des consultations du dossier médical de Mon Espace Santé par les usagers, avec notamment sur la gauche, les 3 documents qui sont les plus consultés. Alors ce qui est, logique puisque ce sont aussi les documents les plus alimentés par les professionnels de santé, donc les comptes rendus d'examens de biologie, les prescriptions de médicaments et les comptes rendus d'imagerie médicale. On est aujourd'hui, à 8,1 millions de Mon Espace Santé consultés pour 20 un peu plus de 21 millions de documents consultés. Sur la partie droite, le graphique montre bien l'évolution et la croissance de la consultation et ça rejoint ce que disait Saïd à l'instant, c'est-à-dire que la montée en charge des alimentations par les professionnels de santé se traduit bien évidemment par une consultation, hem, en croissance également parce que, les usagers reçoivent des notifications pour les informer qu'il y a des documents qui sont déposés et donc ça les incite aussi à aller voir, leur espace santé. Donc, là, en termes de moyenne de documents consultés par mois, on est là encore sur la ligne rouge. On est, à un peu plus de 2 millions de documents, consultés par mois par les usagers. Alors quand on parle, du dossier médical, on est bien sur la partie DMP, la brique DMP, c'est-à-dire, la brique alimentée par les professionnels de santé. Et sur la slide suivante, on est, sur l'alimentation. Alors la courbe, suit, la même logique, c'est l'alimentation du dossier médical, mais par les acteurs de santé. Donc avec, sur la gauche, les 3 acteurs, alimentateurs principaux aujourd'hui que sont les professionnels de santé libéraux, les établissements de santé en deuxième et les laboratoires de biologie. Donc on retrouve, sur le podium suivant, c'est exactement le même podium que sur la slide précédente, avec les droits documents les plus alimentés et puis on a, le graphique, avec beaucoup d'informations, je vous l'accorde sur la droite où on a, justement ces trois spécialités qui sont représentées avec en plus les officines. Donc les officines, si on le suit, c'est la courbe la plus en bas, la verte clair, je ne sais pas si vous la voyez comme moi de la même couleur. On voit qu'elle a une hausse, très forte à partir de septembre-octobre. Bien évidemment, avec les officines, ça suit pour l'instant les courbes des campagnes de vaccination puisque les officines ont alimenté, toutes les vaccinations qui ont pu être faites, dernièrement. Donc voilà et puis sinon on voit bien une courbe assez, croissante pour chacun des acteurs. Et Je laisse la donc, main à Sébastien pour l'agenda. voilà, c'est Sébastien qui va parler de l'agenda. Donc, Sébastien, si tu es avec nous et que ça fonctionne bien. Je suis là. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter l'agenda de mon espace santé et plus globalement, on va dire la prévention dans mon espace santé. Donc l'agenda, c'est une des 4 fonctionnalités qui étaient prévues initialement dans mon espace santé. Donc là, on sort enfin la fonctionnalité. En gros, il y a plusieurs parties distinctes dans l'agenda. Il y a la possibilité de centraliser des rendez-vous et des rappels médicaux. C'est la possibilité aussi, pour, l'assurance maladie de proposer des rappels de prévention et d'examen et de vaccination. À terme, avec le catalogue de services, on pourra connecter du coup, cet agenda avec des applications qui, génèrent, des événements, type, rendez-vous médicaux par exemple et on a tout un système de notification qui alerte, en fait l'usager quand, il a une action à faire ou un examen, à faire. Donc, cet agenda a été déployé, depuis avril 2024 et vous voyez en dessous l'ensemble pour l'instant des, examens, qui sont, diffusés dans la partie prévention. Donc on a les 20 examens obligatoires de l'enfant, on a tout ce qui concerne, la santé bucco-dentaire des enfants,
La santé bucco-dentaire de l'adulte, donc tous les ans, un petit rappel d'aller voir son dentiste. Le dépistage du glaucome et les bilans de prévention qui font écho au programme de Mon Bilan prévention généré par le ministère. Il y a toutes les vaccinations, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Et on est en train actuellement de travailler pour l'ajout des dépistages organisés contre le cancer. Et il y a aussi la vaccination contre la grippe et le Covid pour l'instant qu'on n'a pas encore dans la partie vaccination. Donc, ce que je vais faire, il me semble, c'est que je vais vous partager et vous faire une démo de cette partie agenda de mon espace santé. Je demande de partager. Hop. Alors, ça. Je veux bien qu'on me dise si au moment où ça s'affiche. Alors, c'est en train de se charger de mon côté, ça donc ça arrive. Ça recharge ma page. J'espère que ça va pas. Voilà. Parfait, C'est c'est bon. bon. Donc là, vous voyez la page d'accueil de mon espace santé et vous découvrez en avant-première aussi la future nouveauté qui arrive à partir du 19 juin, qui est la navigation verticale. Donc le menu, au lieu d'être au-dessus, il sera donc sur le côté. Qui fait apparaître également aussi une partie vaccination, donc qui était dans la partie profil médical, mais qui devient un menu à part entière spécifique. Et donc, ça a changé un peu la configuration de mon écran. Le partage, je vais faire. Voilà. Et donc, on aura d'autres menus qui apparaîtront, et dont le menu agenda. Dans la page d'accueil, on a toujours les éléments de prévention, etc., les derniers documents, et on a une rubrique qui apparaît qui est agenda de santé, qui permet de voir ici les prochains rendez-vous et les rappels médicaux qui vont venir dans une terminologie proche, c'est à faire dans l'année. Après, donc on peut alors cliquer sur cette partie-là, voir tout. Alors ça a changé mes liens aussi, alors je vais revenir à 100%. Donc ici, j'ai les prochains à réaliser et quand je fais voir tout, je tombe dans la rubrique agenda qui me présente trois différentes parties. Donc il y a une partie rappel. Donc là, c'est plus un pense-bête pour les usagers. Là, on a mis des exemples, chercher les lunettes, prendre la vitamine D, etc. Donc là, c'est vraiment plutôt un pense-bête. Et on a une partie rendez-vous avec les examens à réaliser et puis les rendez-vous qu'on va ajouter. Quand on est dans les examens réalisés pour la prévention, on peut voir l'ensemble des examens réalisés. Donc là, si je clique sur mes prochains examens, j'ai tout ce que j'ai à faire cette année et ce que j'ai à faire l'année prochaine. Donc cette année, c'est une personne qui a 45 ans. Donc elle a son examen dentaire annuel à faire, un rappel de vaccination contre le DTP et puis le bilan de prévention entre 45 et 50 ans. Et l'année prochaine, elle aura juste son rendez-vous annuel dentaire. Et si je veux aller encore plus loin, je peux les afficher tous. Et dans ce cas-là, en fait, je verrai depuis mes 18 ans, il y a un lien aussi pour arriver avant 18 ans, depuis mes 18 ans, tout ce que j'aurais dû potentiellement faire avant que mon espace santé existe. Donc, on a tous les MT dents. On a, pour une femme, on a le futur dépistage du cancer du col de l'utérus qui n'est pas en production pour l'instant. Le glaucome, les rendez-vous annuels, etc. Et ce que vous voyez aussi là, c'est qu'on a des poches. C'est-à-dire que quand on rentre dans un événement, on a la possibilité de dire « je l'ai réalisé ». Et donc, ça nous permet en fait d'avoir un peu une liste dans laquelle on coche un peu les éléments qu'on a fait. Si je viens en chercher un, par exemple, parce que ça ressemble, dépistage du cancer du col de l'utérus, là, il est tagué en réalisé. Donc, c'est sur cette partie-là où on dit si je l'ai réalisé et à quelle date. Et on a tout un topo sur l'organisation de l'examen, à quoi ça sert, etc. Et on a des articles comme ça différents pour chaque type de prévention. Si je viens par exemple sur le suivi médical avant 18 ans, on a toute la partie des examens recommandés, enfin les examens de l'enfance, donc les 20 examens. Et puis on a aussi toutes les vaccinations à réaliser qui s'affichent ici également, avec le même principe de pouvoir l'indiquer en réalisé.
ou si ce n'est pas marqué en réalisé, ça reste non renseigné. Voilà pour la partie prévention. Ce qu'on remarque aussi de notifications, donc on reçoit des notifications mail quand on a des actions à réaliser. Donc à la fois quand il y a un rendez-vous qui arrive à échéance, donc là on a une notification qui est envoyée la veille. Et puis pour les rappels, par exemple, j'ai mis un rappel le 23 mai, du coup là c'est envoyé le jour même. Et le bilan de prévention, ça dépend des actions à réaliser. Parfois c'est un peu avant la date anniversaire ou parfois un peu après. Mais en tout cas, on a aussi ici le centre de notification qui permet en fait d'avoir, là il y a une petite cloche avec le 1 qui nous incite à cliquer et de voir que là, moi je suis Inaya et j'ai 2 enfants, Lola et Mathias, et on voit que pour Lola, il y a un examen. Donc même si je suis dans mon profil à moi, je peux voir qu'il y a de l'actualité sur le profil de mes enfants. Et donc là, je vois que l'examen du 4e mois est à réaliser. Donc là, je clique sur voir l'examen. Et donc, c'est là que je vois donc le descriptif donc là, ce n'est pas le bon, parce qu'on est sur un contenu MTDAN, mais c'est à visée de démonstration et je peux dire qu'il a été réalisé ou pas. Et donc là, pareil, je tombe dans le profil de Lola. Je suis dans le profil de Lola. Et là, je peux mettre pareil des rappels pour Lola et puis suivre ses prochains rendez-vous là, c'est de la vaccination, par exemple, prochain rendez-vous de prévention et les rendez-vous médicaux que je peux ajouter. Donc, par exemple, pour un rendez-vous médical, je sais pas, non, là, c'est pour un rappel. Je vous montre un rappel, après, je ferai le rendez-vous médical. Donc, le rappel, c'est un formulaire. J'ajoute le rappel, je mets la date, je mets l'heure, je mets une note si besoin et je fais ajouter. Et donc là, on le voit qui apparaît, chercher le vaccin à la pharmacie. Pour la partie, j'essaie de revenir, trouver les boutons, parce que c'est une maquette. Hop. Je sais pas si j'arriverai à revenir chez... Je vais se retrouver pour faire un rendez-vous. Recharge. Donc voilà, l'idée, c'est d'inciter les gens à réaliser leur vaccination, leurs examens de prévention. Les rendez-vous, aujourd'hui, ce n'est pas connecté avec des plateformes. Hein, donc, le fait d'ajouter un rendez-vous dans le profil médical, enfin, dans mon espace santé, ça ne va pas prendre rendez-vous chez le médecin. On n'est pas encore connecté avec les plateformes. Donc, pour l'instant, c'est un peu du manuel. Je vais vous montrer juste à quoi ça ressemble la saisie d'un rendez-vous dans mon espace santé. Donc, je reviens dans mon agenda. Donc là, je fais ajouter un événement, ajouter un rendez-vous. Donc là, je mets le titre du rendez-vous, donc chez le dentiste. Je peux rechercher si c'est auprès d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé. Je peux faire une recherche du professionnel de santé. Donc, je clique sur la petite loupe et là, il me propose les professionnels de santé que j'ai éventuellement enregistrés dans mon profil médical. Mais je peux aller faire une recherche aussi directement d'un professionnel de santé dans l'annuaire. Et donc là, je tape des éléments que je connais. François, chirurgien dentiste dans le 18e. Je fais la recherche. Donc là, on m'affiche plusieurs résultats. Donc, je sélectionne celui qui correspond le mieux à celui que j'avais envisagé. Donc, celui-là. Et donc, ça complète automatiquement, en fait, sa fiche. Donc, j'ai cherché François Dubois et ça a automatiquement chirurgien dentiste, son adresse. S'il y en a plusieurs, on peut sélectionner l'adresse à ce niveau-là. Après, je saisis la date et l'heure. Je mets des commentaires si j'ai besoin. J'ajoute le rendez-vous. Et donc, là, ça met une petite copine pour me dire que c'est ajouté. Et du coup, on retrouve ici le rendez-vous François Dubois dental. Voilà à peu près, il me semble, le tour de la fonctionnalité agenda pour l'instant. On a quelques questions, mais tu as Oui. répondu, mais j'en profite pour un peu remettre en visibilité. Donc, il y avait des questions justement en lien avec le fait que les rendez-vous sont ajoutés pour le moment manuellement et manuellement par l'usager. C'est bien ça? Oui. Oui. Et associé à cette question-là, il y a aussi la question de comment je reçois la notification, parce que tu as mis, tu sais, la petite cloche où il y avait le 1. Est-ce qu'il y a une notion d'envoi d'alerte, de pop-up sur le smartphone ou un mail ou un SMS?
Effectivement, il y a donc la petite cloche, il faut effectivement rentrer dans mon espace santé pour la voir, mais il y a tout un système de notification par mail ou par push sur l'app. Effectivement, sur l'app, il y a une petite notification qui apparaît quand on arrive à échéance proche de la date du rendez-vous ou au moment de réaliser l'examen. Et du coup, toujours dans cette logique avec le téléphone, est-ce que c'est possible, tu sais, il y a des agendas qui sont intégrés dans le téléphone, de justement d'associer l'agenda de mon espace santé avec l'agenda qui est intégré dans les smartphones? Eh ben, aujourd'hui, non, parce que en fait, pour qu'il y ait des échanges de données entre mon espace santé et puis un environnement tierce externe, il y a tous des enjeux de sécurité. C'est pour ça qu'on a créé un catalogue de services avec, beaucoup de règles, de sécurité et cetera, pour justement éviter qu'il y ait des tiers qui aillent pomper nos données de santé, sans qu'on ait vérifié que les services tiers sont bons. Et il y a aussi tout un enjeu de données de santé où, quand on fait passer ça, par exemple, chez Google, dans notre calendrier Google, ça part dans les serveurs aux États-Unis et aujourd'hui, dans notre produit, ça n'a pas vocation. Donc c'est vrai que ça met quand même des barrières à l'utilisation. Après, faut que ça se développe aussi. Là, on a une première brique de l'agenda. Il va évoluer. Ça évoluera bien aussi si un jour on vient connecter à des plateformes de prise de rendez-vous. Là, ça les saisira en automatique et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, la valeur ajoutée de l'agenda, elle est clairement sur la partie prévention et un peu moins quand même sur la partie rendez-vous parce qu'effectivement, ça génère potentiellement des doubles saisies. D'accord. Et du coup, j'en profite. Lors du dernier Dites-nous tout du mois de mai, on avait évoqué le sujet du catalogue qui est en train aussi de se transformer, puisque initialement, c'était juste référencer le catalogue et au catalogue. Et maintenant, les industriels, les éditeurs ont la possibilité de référencer avec cette possibilité de pouvoir faire des échanges de données avec mon espace santé. Donc, ça sera sans doute sur les prochains référencements où ces évolutions arriveront. Merci. Une autre question, justement, tu parles de tout ce qui est dépistage. Il y a quelqu'un qui pose la question de ce que recouvre finalement le dépistage organisé contre le cancer dans l'agenda. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu plus? Alors aujourd'hui, les dépistages qui sont mis dans l'agenda, ce sont les dépistages organisés officiels, entre guillemets. Donc il y a les trois, il y a cancer du col de l'utérus, cancer du sein et cancer colorectal. Donc aujourd'hui, on a ces trois-là et il y a le dépistage aussi en cancer, c'est tout. Et il y a un dépistage, comme je disais, du glaucome, mais qui n'est pas un dépistage organisé en tant que tel. Donc c'est les trois dépistages qui sont pris en charge par l'assurance maladie, etc. Donc s'il y a d'autres dépistages à terme qui viennent être faits par l'assurance maladie, ils apparaîtront également. D'accord. Donc, il y a beaucoup de questions autour justement de la saisie directement par les établissements dans mon espace santé. Donc, vous l'avez bien compris, il y aura C'est lié au référencement. Si les établissements souhaitent, parce que quand on se référence dans mon espace santé, on a le choix aussi de dire je veux être référencé et je veux pouvoir échanger des données. Et donc de choisir, est-ce que je vais déposer des documents, devoir lire des documents, est-ce que je vais vouloir mettre des choses dans l'agenda ou pas, etc. Donc effectivement, ça nécessite le référencement de l'établissement pour pouvoir les intégrer. Tu réponds à pas mal de questions qui sont posées. Il y en a une autour de l'ergonomie. Est-ce que l'ergonomie que tu viens de présenter, c'est simplement sur la version mobile ou est-ce que c'est la version aussi navigation? Il y a deux possibilités de pouvoir se connecter à mon espace santé. Alors là, la version que j'ai présentée, c'est la version web, celle qu'on voit sur l'écran d'un ordinateur. La version mobile aura aussi son espace agenda et là déjà d'ailleurs, vous pouvez vous connecter, je crois que là, je regarde, je vérifie. Oui, je te confirme. Oui, il y a là et donc c'est présenté et c'est adapté du coup au contenu, adapté à la taille de l'écran. Très bien, je vois. Pour le retrouver, en fait, juste dans l'application, parce que le nombre de menus est limité. Quand vous êtes dans l'application, en bas où il y a le menu, il faut cliquer sur plus et après il y a agenda et vous pouvez aller dedans. Et vous tomberez directement sur les futurs rendez-vous à faire, les examens réalisés. Attends, je lis. Alors, sur les actes qui auraient dû être réalisés, puisque tu as montré aussi ce qu'on pouvait voir pour le passé, est-ce que cela tient compte des recommandations actuelles?
Je m'explique. Concernant la vaccination contre le papillomavirus, à mon époque, cela n'était pas recommandé. Est-ce que pour autant, il apparaîtra dans ce cas que j'aurais dû faire durant mon adolescence? Idem pour les vaccinations qui, parfois, les recommandations changent. Du coup, est-ce qu'il y a cette prise en compte? Ah oui, ça a été bien casse-tête. Donc oui, on a la base de données des vaccins et donc pour la base des données des vaccins, on sait en fait identifier à quelle période ils étaient recommandés, à quelle période ils sont devenus par exemple obligatoires, à quelle période ils existaient tout simplement ou pas. Et donc oui, la timeline, le bilan que vous voyez dans le passé reflète donc normalement moi, par exemple, qui n'étais pas concerné par la vaccination du papillomavirus, je ne vois pas cette vaccination-là si je vais dans le passé. Alors, ces nouvelles fonctionnalités agenda ne seront que à la main de l'usager quand il y aura des évolutions, tu sais, notamment avec la délégation aux aidants. Donc, du coup, que ce soit un aidant ou un mandataire judiciaire, est-ce qu'il y aura justement la possibilité de pouvoir saisir ces, euh, euh, ces rendez-vous? Et pour un public PAPH, cela va être compliqué si le professionnel ne peut pas intégrer les rendez-vous à venir. Donc ça, c'était plutôt un constat. Donc voilà, je ne sais pas si toi, tu peux nous dire un peu plus, parce que là, tu as montré un parent Mmh. avec des enfants, mais Mmh. la notion d'aidant, est-ce que justement, c'est prévu aussi pour l'agenda? Alors pour la partie aidant, aider, et cetera, oui, l'agenda est une fonctionnalité qui sera, disponible pour l'aidant. Donc qui sera visible, l'agenda de l'aidé sera visible à l'aidant. Alors pour ceux qui posent Oui, déjà oui, la... donc l'aidant pourra ajouter des rendez-vous, l'aidant pourra, valider des vaccinations, et cetera. Oui, oui. Très bien. Donc, pour ceux qui s'inquiéteraient, qui n'ont pas pu venir lors de la démonstration, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible sur le site de l'ANS. Euh, euh, alors, il y a quelqu'un qui a indiqué une question, mais peut-être, je vais peut-être chercher Sandra. Sera enrichi aussi les messages de PREV, et je pense qu'elle voulait dire de prévention personnalisée. Euh, mais peut-être lui ouvrir le micro. Attends, Sandra, ça sera plus simple. Ah, le décret, bah, je vois de quoi elle parle. Il y a un décret qui est sorti actuellement qui autorise en fait, mon espace santé à utiliser les données qui sont contenues dans mon espace santé pour faire justement de la prévention personnalisée. Et donc là, pour la partie prévention, on est en train de refondre aussi toute la partie, on va dire informationnelle, en termes d'articles et tout ça. Et donc oui, l'objectif, grâce à ce décret d'ailleurs, c'est de pouvoir s'appuyer, là-dessus pour pouvoir faire des recommandations de plus en plus personnalisées. Donc aujourd'hui, on n'a pas de moteur d'intelligence artificielle, on sait pas lire dans les documents et on n'a pas le droit de lire dans les documents. Enfin voilà, ça va être aussi dans une limitation quand même avec ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire. Mais on vise à justement, pour la prévention, de toute façon, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit personnalisée et arrive au bon moment. Donc l'idée, c'est effectivement d'utiliser, les données qu'on a pour être plus intelligent. Oui, merci. C'était, je ne sais pas si on m'entend. Oui, ça y est, on t'entend. C'est bon, tu peux poser C'était ta bien question. ça la question, effectivement, pour l'enrichissement avec des messages de prévention personnalisés. Et je pense que ça va aussi s'appuyer sur les éléments qui seront, comment dire, qui proviendront d'objets connectés des usagers, qui pourront aussi permettre d'affiner après ces messages de prévention. Alors les objets connectés, typiquement, si on prend un lecteur de glycémie, ils vont déposer en fait des données dans la partie mesure du profil médical pour indiquer les parties, enfin pour ajouter en gros les dernières mesures de glycémie. Donc ce sera des données comme celles qu'auront ajoutées, l'usager qui pourront être étudiées pour dire, enfin pour faire éventuellement des recommandations effectivement. Merci. Vas-y, Marie-Anne. Mmh. Oui, ce que je comprends de la question, c'est de savoir quel est le champ des données qui vont être utilisées pour pouvoir faire la prévention personnalisée. Et effectivement, les données qui sont produites par des applications tierces dans le cas d'un échange de données à venir ne pourront pas automatiquement être utilisées pour pouvoir faire de la prévention personnalisée. Il va falloir que ces données issues des applications tierces soient versées dans l'environnement de mon espace santé, soit dans le DMP, enfin dans le dossier médical grâce à un téléchargement du profil médical,
médicale, par exemple, dans le cas d'une alimentation automatique qui est mise en place, soit, enfin, c'est la seule possibilité, en fait. Donc il va pas, y avoir de possibilité d'aller chercher la donnée contenue dans l'application tierce qui a été téléchargée via Mon Espace Santé. C'est une subtilité assez importante, c'est qu'il y a pas de sortant sur cet aspect-là. La Oui, c'est question des revient assez données souvent. qui sont déversées par l'appli dans Mon Espace Santé. On s'appuiera que sur des données qui sont dans Mon Espace Santé. D'accord, merci, c'est précis, merci. Je continue de voir. Je vois qu'il y a alors une question. Alors c'est les encadrants du secteur du médico-social peuvent-ils savoir si mon espace santé, donc d'un usager, est ouvert, inactif ou clôturé afin de les accompagner? Non, on n'a pas ce statut-là. Les CPAM pourraient d'ailleurs s'exprimer puisqu'elles ne l'ont pas non plus. Donc là, on travaille pour essayer déjà, nous en interne, d'avoir cette information-là pour aider les CPM à avoir le statut du compte. Et donc à terme, peut-être qu'il y aura la possibilité d'avoir cette information-là directement. Je ne suis pas dans le logiciel, mais je ne sais pas. Là, c'est pas. J'anticipe des choses que je ne maîtrise pas. Donc moi, je sais qu'on travaille déjà pour partager cette info-là dans le réseau. D'accord, très bien, merci Sébastien. Là, toujours sur l'agenda, mais non pas sur mon espace santé, c'est plutôt sur la partie justement sur, par exemple, il parle des LPS en lecture donc, ou en consultation, donc via des web services. Donc moi, je pense aux web services WebPS DMP par exemple. Est-ce qu'il y a déjà justement la possibilité de consulter euh, cet agenda? Alors non, parce que c'est la particularité de mon espace santé est un peu subtile. Il y a plusieurs systèmes d'information et donc il y a la partie DMP, mais l'agenda n'est pas dans le DMP. Donc à partir de ce moment-là, en fait, c'est pas accessible dans les LPS. Après, pareil, c'est des choses. Là, aujourd'hui, on a développé la fonctionnalité. L'objectif, c'est que ça évolue. Donc, comme vous pouvez peut-être le voir à chaque fois, tous les dites-nous tous, c'est un produit qui est quand même assez mouvant et qui évolue beaucoup. Donc, voilà, on continue les développements, on continue à rationaliser aussi toutes les fonctionnalités pour qu'elles communiquent mieux ensemble. Et dès l'instant qu'on peut rendre accessible une information via les LPS ou ailleurs, on essaye de le faire. Après, comme vous l'avez vu, pour l'accès au DMP, ça génère des travaux assez importants du côté des logiciels qu'il faut qu'ils intègrent aussi. Donc, c'est vrai que ça ne peut pas se faire de façon hyper rapide. Là, je regarde un petit peu les questions. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Il y avait beaucoup de questions justement sur le fait de quand ça allait sortir la nouvelle configuration que tu nous as montrée. Donc, tu as bien précisé que c'était une maquette et que c'était en pré-prod et que ça allait plutôt sortir vers mi-juin, donc plutôt aux alentours Pour du le 19. parti, oui, je vois le commentaire de Stéphanie. Sur le menu vertical, effectivement, c'est un menu spécifique pour le web. Ce ne sera pas sur l'appli. L'appli reste comme elle est actuellement. Donc, parce que de toute façon, on s'adapte un peu aux usages. Ce n'est pas du tout les mêmes usages, hein. Donc, mais par contre, oui, la navigation verticale sera le 19 10 juin, tu juin. avais dit la sortie Ouais. sur le web. Le 19 juin. Et puis, la sortie de la vaccination du menu, c'est pareil, c'est à cette période-là, elle sera aussi sur l'appli, par contre. Le menu vaccination sera sorti du profil médical aussi sur l'appli. Alors, je vois qu'il y a une question et je pense que c'est des gens qui viennent en cours de route. Donc, l'agenda de mon espace sentinelle peut-il être alimenté par des logiciels professionnels, des PS ou des ES? Non, pour le moment, c'est pas prévu. Si les professionnels souhaitent justement à terme pouvoir alimenter mon espace santé, ils vont devoir faire en sorte que les logiciels choisis, ou en tout cas les industriels sur lesquels ils sont accompagnés, fassent la démarche de se faire référencer avec lors du moment du référencement, de bien identifier qu'ils souhaitent communiquer avec mon espace santé, sinon ça ne se fera pas. Et précise bien, hein, Sébastien, si je résume un peu trop vite, n'hésite pas à compléter ce que je. Je pense qu'il y a deux choses. À la fois les industriels, on va dire du type les plateformes qui génèrent des rendez-vous, qui sont spécialistes là-dedans. Dans ce cas-là, eux, il faut qu'ils se fassent référencer. En revanche, un professionnel de santé, à mon sens, ça passera par une évolution de leur logiciel et ça passe, à mon avis, par un autre système. Et pour l'histoire du Alors, SAMU, là, pour oui, savoir un MES actif, comme il a été présenté tout à l'heure, les chiffres,
il n'y a pas besoin que mon espace santé soit activé pour que les professionnels de santé y aient accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé quasiment pour tous les Français un profil Mon Espace Santé dans lequel les professionnels peuvent déposer déjà des documents. Donc le SAMU, même si la personne n'a pas créé son identifiant et son mot de passe, peut accéder en urgence à ces documents-là s'il y a des documents versés. Après, c'est vrai Oui. que du coup, si l'usager n'a pas mis ses propres données, etc., bon, bah, ça limite la portée du truc, mais en tout cas, les derniers documents, enfin les documents ajoutés par d'autres PS seront visibles par le SAMU. Et avec justement une fonctionnalité qui est le mode bris de glace pour pouvoir justement prendre en charge les patients qui ne se seraient pas opposés justement aussi, que ça, c'est encore un autre cas d'usage. Oui. Alors là, tu as montré le fait de pouvoir ajouter un rendez-vous, mais donc du coup, il y a cette notion de notification que tu parlais, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, en même temps que du rendez-vous, créer un rappel? Et je ne sais pas si c'est un rappel en plus, c'est-à-dire pas juste un rappel le jour, mais un rappel peut-être anticipé, de ce que je comprends au vu de la question. Alors, on a déjà une mécanique interne de rappel avec des notifications, comme j'ai dit, par mail ou sur l'appli. Quand c'est pour un rendez-vous, on est prévenu la veille du rendez-vous. Mais si on veut rajouter un autre rappel, genre 2 jours avant ou 3 jours avant, effectivement, il faut passer par la rubrique rappel qui est au-dessus, le pense-bête, et donc qui permettra d'avoir un rappel personnalisé, on va dire. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de questions. On va peut-être les prendre en parallèle. Ouais, je On vais peut les répondre pousser. dans le chat, sinon. Voilà, si tu peux répondre dans le chat, ça sera parfait. Mmh. Ce que je propose, parce que je vois le temps de filer, c'est de passer la parole justement, et je crois que c'est la diapo suivante sur le retour d'expérience. Et du coup, si Fabien est toujours parmi nous et a son micro d'ouvert, si tu as des difficultés, n'hésite pas à nous le dire. Normalement, c'est bon pour toi. C'est bon pour moi. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Oui, on Oui. t'entend. Du coup, je te laisse prendre la main et nous faire justement ton témoignage sur les premiers cas d'usage dans le médico-social. D'accord. Donc du coup, nous avons commencé l'expérimentation finalement à partir de février de 2024. Notre établissement, la catégorie, c'est un institut médico-éducatif, en sachant effectivement qu'il recouvre finalement plusieurs petits établissements. Donc, la partie IME, ce sont 80 places pour toutes les modalités d'accueil. Donc, on fait de l'accueil de jour, de l'accueil de nuit, de l'ambulatoire, des temps de répit, accueil temporaire pour des enfants déficients intellectuels avec troubles du spectre de l'autisme et en situation de polyhandicap. Et on a un CESAD qui intervient dans les écoles de quartier avec possibilité d'intervention précoce et auquel s'ajoutent quelques places de déficience motrice. Et puis, depuis, c'est la slide d'après, depuis peu, on a deux petites antennes délocalisées pour des dispositifs pour enfants autistes, dispositifs d'autorégulation et une unité maternelle autiste. La particularité de notre établissement, c'est d'être dans un quartier populaire, avec une très forte inscription de l'établissement dans la vie de la cité. Il y est depuis 50 ans. Il a beaucoup de partenariats, de conventionnement avec tous les acteurs de proximité. Et puis, une autre particularité, c'est que c'est au départ un établissement sanitaire, en fait, qui s'est converti petit à petit à de l'activité médico-sociale avec une augmentation des tranches d'âge progressivement, puisqu'il a été d'abord pour les très jeunes enfants, puis les dès 12 ans, et puis maintenant, il s'adresse à des 0-20 ans, et en sachant que la tranche d'âge d'accueil actuellement, c'est le plus jeune à 4 ans et le plus âgé 17 ans. Et en sachant que notre effectif est à peu près
médian, il y a 50% de l'effectif qui a moins de 12 ans et 50% qui a plus de 12 ans. Voilà sur le contexte de l'établissement en tant que tel. Sur les usages identifiés dans mon espace santé, donc effectivement, l'équipe projet a identifié plusieurs usages pour déposer et consulter le DMP. Dans le début d'expérimentation, on a essayé d'obtenir le consentement des familles, puisque c'est une des particularités du médico-social. On essaie quand même d'être toujours dans une alliance avec les familles. Et donc, du coup, on était parti sur le principe d'un coupon réponse à nous retourner, ce qui n'a pas franchement rencontré un vif succès. Et donc, nous avons finalement décidé d'y déposer successivement tout ce qui est autorisation de soins, les PPA, les projets personnalisés d'accompagnement, tous les renouvellements d'ordonnances faits par notre médecin et les DLU. Un petit point de vigilance, en tout cas, la temporalité du démarrage nous a posé beaucoup de questions, en sachant que voilà, notre établissement, c'est un établissement pour enfants et que on est très marqué encore par le rythme scolaire. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont recommuniquées aux familles, soit en fin d'année scolaire, soit en début de l'année suivante. Et donc, voilà, à notre sens, c'est quelque chose qu'il faudra être bien pensé pour des structures similaires qui s'engageraient dans la démarche. Et puis sur l'utilisation de la messagerie de santé, pour le moment, ce n'est pas vraiment un réflexe et on n'y voit pas toujours énormément de sens par rapport aux établissements médico-sociaux. On n'a pas non plus des plateaux techniques de soins très étoffés, donc on a moins de besoin de communiquer par ce biais-là. Et puis aussi, il faut ne pas connaître ni de difficultés techniques, ni de méconnaissance de l'utilisation d'un tel outil. Sur la sensibilisation tant des professionnels, des usagers ou des familles, on a fait de nombreux temps de forums internes. On en a parlé en réunion de fonctionnement, on a fait des démonstrations et on a installé mon espace santé aussi là pour tous, professionnels, usagers, familles, en sachant que là aussi, il y a eu plus ou moins de succès. Par contre, on a connu un peu un accélérateur à partir du moment où on a désigné un ambassadeur interne qui est un personnel administratif qui fait partie de notre copil DUI et mon espace santé. Et c'est suite à la visite de IGRAD qui nous suit dans l'expérimentation, ça nous a permis aussi d'être un peu moins timorés sur la question et puis de passer à aller chercher le client éventuellement et de lui installer son compte. Concernant là aussi par rapport à notre population, nos usagers en tant que tels sont quand même plutôt jeunes et assez éloignés de ces préoccupations, et d'autres sont soit très déficients ou pas du tout disponibles pour ce genre de pratique. Et donc, voilà, c'est une question de fond sur les usagers d'établissements médico-sociaux, leur capacité à être dans ces préoccupations-là. Par contre, il y en a certains qui peuvent l'être, voilà, donc, notamment certains adolescents qui pourraient tout à fait être accompagnés. Mais par contre, il faudrait que nos équipes éducatives trouvent les bons supports pour y parvenir. Et puis, reste quand même la question parents aidants, notamment au passage à l'âge adulte, avec de nouveaux droits. Voilà, ça sera pour nous un enjeu fort pour les usagers de savoir j'ai 17 ans dans l'établissement, j'ai 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis accompagné? Est-ce que mon compte est décorrélé ou pas de celui de mes parents? Voilà, il y a quelque chose
d'intéressant, en tout cas des questions qui se posent en interne par rapport à ce sujet des 18-20 ans dans les établissements enfants. Ensuite, sur la stratégie de mise en place et les facteurs clés, beaucoup d'établissements médico-sociaux sont lancés dans le déploiement du dossier informatisé de l'usager. Et donc, du coup, nous, on a trouvé particulièrement facilitateur que ça soit le même copil, celui du DUI et celui de mon espace santé. Voilà, donc ça permet d'être dans une certaine dynamique et c'est plutôt intéressant. Le fait aussi qu'on ait un médecin et c'est pas la chance de tous les établissements médico-sociaux d'en avoir, mais en tout cas, ça permet d'avoir quelqu'un sur place qui est particulièrement investi et avec une équipe de soins qui est aussi très mobilisée sur le sujet. Et puis, c'est pour ça qu'on s'était engagé finalement dans l'expérimentation, c'est que les familles très régulièrement demandaient à avoir accès aux données concernant leur enfant via le DUI. Et donc, du coup, ça a permis à l'équipe de soins de s'engager dans la démarche en essayant de mobiliser les familles qui avaient ces demandes-là. Et aussi, nous, ce qui nous semble important, c'est que dans les structures comme les nôtres, on voit beaucoup les familles, pour certaines quasiment tous les jours. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir, c'est pas de dématérialiser notre travail avec les familles, c'est de sécuriser des échanges de données, mais en tout cas, c'est complémentaire du travail de co-construction qu'on continue et qu'on souhaite faire avec les familles dans l'accompagnement quotidien des enfants. Sur la suite, sur les prochaines étapes, et c'était quelque chose qui avait été partagé avec tous les sites pilotes, c'est de bien identifier tous les partenaires des familles au niveau des parcours de soins et puis pourquoi pas de les sensibiliser, informer, former à l'utilisation de mon espace santé par l'établissement. On pensait aussi d'intégrer un article dédié concernant le recours à Hermès, qui est notre pro-logiciel DUI, et à mon espace santé dans le règlement de fonctionnement et dans les conventions avec les libéraux. Notamment, on a toute une partie de notre patientèle qui a recours à du conventionnement avec soit de l'orthophonie, soit de l'ergothérapie, soit de la kiné. Et donc, effectivement, mettre dans les conventions avec ces professionnels-là qu'on va échanger nos données avec par ce biais-là, ça pourrait peut-être favoriser le fait qu'on s'y mette tous. On voyait aussi le fait de réfléchir à notre organisation interne, puisque effectivement, on reste, il y a finalement peu de personnes qui sont autorisées, en tout cas dans notre structure, à envoyer à l'extérieur des données. Et donc, effectivement, voilà, quid de donner l'autorisation à des rééducateurs, par exemple, d'y déposer des données directement. Voilà, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, ça nous y fait clairement réfléchir. Voilà, comment accompagner les jeunes majeurs dans l'acculturation de l'outil Mon Espace Santé. Et puis, effectivement, voilà, c'est ce qu'on a répondu dans le retour d'expérience intermédiaire. Voilà, on n'est pas encore très au clair sur la question de l'aidant, la différence avec la famille, la personne de confiance, voilà, quel statut et rôle confier à toutes ces personnes-là quand l'usager devient majeur. C'est pour nous un enjeu important puisque normalement en 2025, on va avoir notre premier usager majeur et il faudra qu'on soit au clair là-dessus. Donc voilà, au bout de 3-4 mois d'expérimentation, là où on en est. Merci pour ce retour d'expérience.
Je vois qu'il y a eu une première interrogation au tout début quand tu nous as fait ton retour d'expérience autour du consentement. Le consentement, alors je reprends la question de Laura. Le consentement est-il à recueillir? Est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où mon espace santé est ouvert, le consentement est acquis? Alors, j'en profite, hein. Je rappelle que pour les professionnels, alors je vois qu'il y a de l'écho, je me permets juste de couper le micro. Donc, le consentement, donc les professionnels de santé, mais aussi du médico-social, doivent informer donc l'usager de l'alimentation de mon espace santé. Alors, c'est vrai que dans le cas où, par exemple, vous avez un usager qui revient plusieurs fois, cette information n'est à donner qu'une fois dans le cadre du suivi de cet usager, hein. Donc, ça, c'est la première information et c'est lié à l'alimentation. Et puis, il y a le cas où, en fait, lié à la consultation. Donc, juridiquement, pour rappel, il y a deux cas de figure. Donc, le cas où, en fait, les membres de l'équipe de soins et médico-social, ben, dans ce cas-là, le consentement de l'usager est dit présumé, puisque ça rentre dans le cadre d'une prise en charge. Donc voilà, mais si ça reste quand même important d'informer qu'à chaque nouvel événement du parcours, ben, que justement, il y a une consultation des données qui se fait, mais à fin utile dans le cadre de la prise en charge. Et puis, pour le cas où justement ces personnes-là ne feraient pas partie de l'équipe de soins, donc non membres, les professionnels doivent, eux, recueillir explicitement le consentement de l'usager à chaque consultation, donc par tout moyen. Donc ça peut être recueillir le consentement de manière orale ou à l'écrit ou de façon dématérialisée aussi, mais il faut au moins recueillir ce consentement dans ce cas-là. J'espère, Laura, que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas à lever la main si besoin. Et bien sûr, l'équipe nationale, si vous voulez préciser cette partie consentement, n'hésitez pas. Non? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que, du coup, je vous propose qu'on passe sur la séquence questions-réponses. Je ne sais pas s'il y avait une autre diapo, je n'ai plus souvenir. Il ne me semble pas. Donc, si vous avez des questions encore, je crois que Sébastien est encore avec nous. Ah, si. Donc, ça a été très rapidement évoqué. Donc, ça, c'était les questions qui ont été posées la dernière fois. Donc, ça concernait l'option du bris de glace. Donc, il y a deux modes d'accès, un pour le SAMU, un pour le centre 15 et un autre pour les autres professionnels de santé. Donc, il y avait besoin de clarification par ce mode. Donc, il n'y a pas de restriction de profil au moment où on parle de professionnels de santé. Donc, pour information, il y a deux choses à préciser. C'est que c'est un accès en mode urgence, donc il faudrait vraiment spécifique au SAMU et au centre 15, et donc aussi appelé mode régulation. Il y a le fameux mode bris de glace qui lui permet à un professionnel de santé de rentrer dans le DMP dans un contexte d'urgence. Et dans les deux cas, le patient a la possibilité, depuis son profil, de s'opposer à la possibilité de consulter en urgence. C'est un paramétrage qu'il faut activer ou désactiver. Et par défaut, l'accès est mis en oui, mais l'usager peut justement modifier cela. Sébastien, vas-y. Oui, petite précision aussi, pour les professions de santé, quand elles se connectent en cas d'urgence, la règle, si je ne me trompe pas, la règle de la matrice d'habitation reste active. Tout à fait. Donc, la deuxième question était sur le fait que les familles puissent avoir accès au DMP de leurs proches. Je m'interroge. Qu'en est-il de la confidentialité des données? Les familles doivent-elles avoir accès à tout? Alors là, je pense qu'il y a eu une réponse qui a été apportée. En ce qui concerne la délégation pour une personne sous tutelle, la situation n'est pas encore définie. Pour l'utilisation de mon espace santé, cela rejoint effectivement le sujet de délégation à l'aidant. Et ça, c'est un sujet qui est en cours au niveau national. Je ne sais pas si Marianne, tu voudras en toucher deux mots. Plus précisément, la forme que va prendre la délégation au tuteur, c'est un profil indépendant. Mais tout cela n'est pas encore déterminé. À l'heure actuelle, la seule possibilité, c'est les parents avec leurs enfants. Il n'y a pas encore cette notion de tutelle. Ouais. Alors, vas-y Sébastien.
Pour la tutelle, en fait, ça dépend en fait du jugement. Si Oui. il y a tutelle au bien, tutelle à la personne, et dans le cadre d'une tutelle à la personne, c'est écrit dans les CGU, c'est le tuteur, en informant bien sûr la personne qui est tutorée, qui est sous tutelle, qui peut faire les actions dans mon espace santé pour le compte de la personne sous tutelle. Donc là, sur la partie là, c'est moins gênant. C'est plutôt dans le cadre d'aidant-aidé, où effectivement toute la partie juridique, etc., n'est pas très claire. Mais pour les tutelles, il n'y a pas vraiment de souci si c'est une tutelle à la personne. Marianne, si tu veux justement évoquer rapidement les sujets de aidant-aidé. Oui, bah, je partage la distinction qui a été faite par Sébastien, effectivement, avec en plus un troisième étage qui est qu'une personne peut avoir la tutelle d'une autre sans avoir forcément, certes la tutelle à la personne, mais pas nécessairement la partie santé qui peut être exclue de ce Mmh. champ de tutelle. Donc, on peut avoir 3 régimes qui coexistent. Voilà. Après, sur la partie aidant-aidé, c'est plus la question de l'accès qu'un régime juridique propre. Donc là, c'est comment est-ce qu'on peut définir un accès temporaire à une personne qui nous apporte de l'aide au quotidien pour la gestion de notre santé, sans pour autant qu'il y ait un régime juridique qui soit adjoint, comme c'est le cas pour la tutelle. Et donc là, c'est une disposition, et ça, Nessa l'a évoqué, qui est embarquée dans le cadre du projet de loi fin de vie, et qui donc pour l'instant a été adopté à l'Assemblée nationale et qui sera à nouveau passé sous contrôle Sénat à partir de septembre. Merci pour cette précision. Je vois qu'il y a une question et Sébastien a répondu déjà, mais j'en profite. Il est dommage et dommageable que le bridilase ne concerne que le DMP, les antécédents et allergies se trouvant dans le profil médical. Alors, pareil, il y a beaucoup d'informations qui peuvent être saisies sur mon espace santé. Il faut enregistrer la synthèse de son profil médical pour justement que cette information se retrouve disponible. C'est bien ça, hein, Sébastien? Oui. Oui, c'est ça. En gros, comme j'ai parlé tout à l'heure de systèmes d'information, etc., une partie des données de mon espace santé ne sont pas hébergées dans le DMP. Et en gros, la façon de faire pour que nous, on puisse diffuser les informations du profil médical dans le DMP, c'est d'éditer sa synthèse. Donc, quand vous écrivez quelque chose dans votre profil médical, sur votre page d'accueil, vous aurez une incitation à enregistrer la synthèse. Et donc, la synthèse, en gros, elle revient à faire le résumé des informations de votre profil médical et donc de la mettre à disposition du professionnel de santé qui va consulter. Donc, 2 étapes pour les usagers, renseigner leur profil et faire cet enregistrement pour pouvoir permettre le partager aux professionnels. Dernière question, puisque je vois que le temps file. Faut-il faire signer une autorisation aux résidents pour que leurs proches accèdent au DMP de leurs parents? Sur 103 résidents avec INS qualifié, 10 n'ont pas de DMP ouvert. Comment devons-nous procéder pour faire ouvrir ce DMP, sachant que nos résidents ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes? Alors, ce sujet est à l'étude. Cela nécessite une évolution législative pour justement reconnaître ce statut d'aidant. Donc, c'est vraiment lié à ce statut, hein. Il faudra bien sûr créer une adresse mail propre à l'usager qui souhaite activer son profil. Donc voilà, là, c'est des choses qui sont encore en cours, mais voilà, c'est en cours et ça arrive prochainement si tout se passe bien. Sachant que pour la partie il est probable aussi que dans les résidents, je ne sais pas si on parle d'EHPAD ou autre, mais dans les cas-là, il y a peut-être une tutelle aussi derrière, hein. Donc, si l'enfant a la tutelle de son parent, il peut le faire à la place. Et en revanche, pour l'aidant et l'aidé, aujourd'hui, la logique, c'est que l'aidé reste quand même maître de son profil et que l'aidant bénéficie d'un accès que lui a donné l'aidé. C'est important. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tout le cadre législatif qui est en train de se concevoir et de se créer, donc on n'a pas de certitude aujourd'hui de ce qui va sortir. Et du coup, pareil que d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y a eu des spots TV justement autour de mon agenda avec une tatoueuse qui se faisait marquer les dates de rappel importantes. Il y a justement Loïc qui nous dit que ça serait bien de faire justement peut-être une campagne pour inciter les patients, les usagers à éditer leur synthèse
Parce que c'est vrai que si on n'a pas ce réflexe-là, ces données restent certes dans mon espace santé, mais ne sont pas partagées aux professionnels. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, vas-y. On travaille sur des évolutions aussi pour plus inciter. Donc aujourd'hui, comme je dis déjà, dans mon espace santé, quand on commence à remplir, il y a la possibilité d'enregistrer, on est incité à enregistrer. Même sur la première connexion, en fait, on a une partie où on incite l'usager à inscrire ses premières données, son poids, sa taille, ses maladies, ses allergies. Et à la fin de ce parcours-là, on lui demande de l'enregistrer justement pour que les professionnels de santé puissent y accéder. Donc il y a déjà des choses qui sont faites. On veut améliorer ça pour que ce soit plus simple, notamment quand il y a des évolutions, quand il y a des changements, quand on ajoute des maladies, etc. Mais comme je dis, mon espace santé, c'est un produit en mouvement et donc ce sera au fur et à mesure. Et comme on l'a évoqué, du coup, j'en profite si je vois qu'il y a une question qui est un peu en lien avec la place de l'aider, l'aidant. C'est indirectement associé à ça. Est-ce que les professionnels de santé ont un accès à défaut à tout ou partie des informations qui se retrouvent sur la plateforme? Non, en fait, l'usager de mon espace santé a la main en fait sur ces données. Donc, s'il souhaite justement limiter l'accès à certains documents, il peut le faire. Donc, il peut le faire au niveau du document, si j'ai bonne mémoire. N'hésite pas, Sébastien. Donc, par conséquent, l'usager reste en maîtrise. C'est ça le message. Voilà, donc là, j'étais en train de répondre à Louise, qui a intérêt de mettre des données si ce n'est pas enregistré automatiquement. C'est ça, vous avez la main sur votre santé, notre slogan, et l'objectif, c'est de laisser l'usager décider des informations qu'il souhaite partager à ses professionnels de santé. Donc, pour le profil médical, il y a la synthèse du profil médical à enregistrer, mais aussi pour les autres, effectivement, pour les documents, on a la possibilité de masquer les documents, et puis il y a toutes les possibilités aussi pour bloquer les professionnels de santé si vraiment on ne veut pas accéder du tout à l'ensemble des documents. Alors, je vois qu'on a débordé sur la première séquence. On a encore tout le temps sur la partie médico-sociale, sur l'expérimentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on balaye les diapos suivantes. Donc là, c'est plutôt un rappel, c'est sur les outils. Donc, on vous invite vraiment à aller sur tous les outils disponibles qui sont sur le site de l'ANS. Donc, il y a des outils qui sont mis à disposition, un peu personnalisés pour les professionnels de santé, une page qui est dédiée pour les établissements sanitaires et une autre page pour le médico-social. Ce sont des documents destinés aussi bien aux professionnels qu'à leur patientèle ou usagers. Donc, il y a eu un vrai travail autour des outils de communication. Donc, n'hésitez pas aussi à les consulter. Sur la deuxième page, c'est la petite nouveauté. D'ailleurs, il faudrait qu'on actualise cette page puisque la plateforme a un peu changé de nom. C'est ANS Formation, si j'ai bonne mémoire. Donc, en fait, c'est une plateforme qui permet d'avoir des petits modules de formation sur tous les sujets du numérique en santé. Et notamment, il y a des modules dédiés à mon espace santé qui portent justement qu'est-ce que mon espace santé, pourquoi avoir créé et quels sont les acteurs associés à mon espace santé. Donc voilà, avec aussi des illustrations, là, il y a un chirurgien qui témoigne aussi sur son cas d'usage. Bien sûr, l'autre information, c'est la newsletter de mon espace santé. Donc tous les mois, il y a une newsletter qui reprend un peu les grands temps forts autour de mon espace santé, donc des chiffres clés, des actualités, des retours d'expérience et aussi la mise à disposition de nouveaux outils. Et cette partie-là finit toujours par les rendez-vous à venir. Donc, j'en profite puisqu'il y a bien sûr les Dites-nous tout, mais sur le mois de juillet, 2 autres temps forts vont avoir lieu, qui sont des retours d'expérience intermédiaires à la fois sur l'expérimentation qui est en cours côté médico-social, mais aussi sur l'expérimentation qui a été lancée en avril sur la consultation des documents dans mon espace santé par les établissements sanitaires. Et du coup, je crois que j'ai débordé de 9 minutes, mais sinon, je pense qu'on est bon, Léa. Je te passe la main pour pouvoir faire la partie médico-sociale. Donc, si vous souhaitez rester, vous êtes bien sûr les bienvenus. Sinon, Léa, je te laisse prendre la suite. Merci beaucoup, Nelsa. Bonjour à tous. Donc, du coup, on commence cette partie spéciale médico-sociale. Et ce mois-ci, on a décidé de
de plus particulièrement s'axer sur le thème de la sensibilisation. Donc, on aura 2 interventions. Donc, une de Marianne qui va nous présenter la démarche ambassadeur, voilà, qui ils sont, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pour que vous puissiez en avoir connaissance, voilà, et comment est-ce qu'ils sont organisés, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider. Et puis également de Loïc Charpentier qui reviendra sur voilà, quel est le dispositif qui est mis en place aussi en région pour accompagner les établissements dans le déploiement de mon espace santé. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et du coup, sans plus attendre, je te laisse la parole, Marianne, pour nous présenter la démarche ambassadeur. Oui, bonjour à tous, merci Léa. Donc sur la démarche ambassadeur, je vais pas trop m'appesantir parce que normalement ceux qui suivent les Dites-nous tout depuis un moment commencent à avoir connaissance du dispositif, mais très rapidement c'est donc un pilotage du réseau ambassadeur qui est réalisé au national par 18 coordinateurs, mon espace santé. C'est donc un poste financé par région qui a vocation à accompagner l'ensemble des usagers au sein des différentes régions et notamment les plus éloignées du numérique. Ces coordinateurs, ils ont la charge d'animer un réseau constitué d'ambassadeurs. Les ambassadeurs sont donc des volontaires issus du monde de la santé ou de l'inclusion numérique. Vous pouvez voir sur l'ensemble des 2 briques de quel type de structure ils peuvent être issus. Il y a aussi d'autres types d'ambassadeurs qui ont été identifiés au cours de ces 2 ans, notamment issus de l'univers étudiant ou de collectivités, mais aussi parfois d'entreprises, ce qui est un peu plus à la marge parmi nos interlocuteurs. Euh, donc ces ambassadeurs sont animés à la maille régionale et nous occupons au national du pilotage des 18 coordinateurs. On peut passer à la slide suivante pour pouvoir voir concrètement qui sont ces coordinateurs. Donc ça, c'est une slide que vous découvrirez de toute façon chez vous dans un format un peu plus confortable parce que là, c'est vraiment tout petit. En gros, là, vous avez l'ensemble des noms des coordinateurs Mon Espace Santé que vous pouvez directement interpeller par mail pour demander des renseignements sur la possibilité de mettre en place des actions au sein de l'établissement dans lequel vous exercez. Ils vont pouvoir répondre à vos différentes questions et vous proposer des démarches sur mesure, adaptées à votre besoin. Ils vont aussi avoir la possibilité de former auprès de votre établissement des ambassadeurs Mon Espace Santé qui seront à leur tour autonomes pour réaliser de l'accompagnement et de l'acculturation auprès des publics que vous recevez. Concrètement, cette démarche aujourd'hui, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne? On a fait le bilan depuis sa création. Donc, ça a été lancé conjointement au lancement de mon espace santé, donc début pardon, 2022. On est aujourd'hui à plus de 2000 ambassadeurs pour à peu près 2500 actions de sensibilisation réalisées, avec un nombre de personnes qui a été sensibilisé de 160 000 quasiment. 160 000, c'est un chiffre qui correspond à des accompagnements individuels. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas remettre un flyer, c'est pas la même chose. C'est vraiment expliciter comment est-ce que l'outil fonctionne. Je pense que parmi les publics aujourd'hui, établissements ESMS, c'est quelque chose qui vous parle tout particulièrement. On est obligé de réaliser vraiment un accompagnement sur mesure et qui soit adapté à l'usager qui se présente à soi. En parallèle, il y a eu des actions médias qui ont été réalisées pour pouvoir toucher aussi un maximum de personnes. Et donc, on a pu atteindre plus de 1 million de personnes, donc 1 200 000, grâce à ces actions médias. Des actions médias qui sont très locales. Peut-être ça entre en divergence un peu avec ce que vous voyez au niveau national, qui sont donc ces grosses campagnes, spot TV, etc., auxquelles vous êtes plus habitués. Mais les actions médias au niveau local, c'est des articles rédigés dans la presse locale, c'est du format petit reportage dans le JT local. Voilà sur la démarche. Vous pouvez voir ensuite la manière dont se déploie depuis sa création le réseau ambassadeur. Donc, au moment de son lancement en janvier 2022, nous avions donc un coordinateur. Aujourd'hui, nous en avons, ça y est, un dans chaque région. Et donc, vous pouvez voir qu'on est sur une augmentation assez exponentielle. Et là, on est plus en train de stabiliser l'activité auprès des coordinateurs qui commencent à rentrer en rodage et de pouvoir aussi parvenir à rentrer plus sur une routine avec les ambassadeurs. Nous avons un socle donc de 2000 personnes. L'objectif, c'est que ce chiffre continue d'augmenter, mais qu'on puisse donner des capacités très simples
pour que ce chiffre d'ambassadeurs devienne très simple aussi à augmenter. Aujourd'hui, il suffit simplement de comprendre bien l'outil, de bien identifier le coordinateur pour pouvoir être en capacité de se mettre d'accord avec un établissement pour mener une action. Hem, voilà sur, la partie déploiement. Nous avons ensuite la partie présence sur le territoire. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est la différence entre 2022 et 2023. Comme j'ai dit, la première année, ça a été l'installation. La deuxième, ça a été celui, de l'exponentiel et donc la troisième, on espère plus rentrer en routine. C'est un nombre d'ambassadeurs qui a été multiplié par 2, c'est un nombre de personnes sensibilisées multiplié par plus de 10. Ça a été des actions de sensibilisation multipliées par 4. Voilà pour, les chiffres. Ensuite, une fois qu'on a présenté ça, on se demande concrètement, qu'est-ce que peut faire un ambassadeur avec, le soutien du coordinateur Mon Espace Santé? Il peut donc, réaliser, des actions de sensibilisation, des actions d'accompagnement. Pour pouvoir, le faire, le coordinateur va avoir une, logique, partenariale. Il va se rapprocher des gros acteurs de santé et du monde de la médiation numérique pour parvenir à créer des ponts entre les 2 et réaliser des accompagnements qualitatifs. Hem, il va y avoir aussi une sensibilisation donc, des ambassadeurs quotidiennes en animant, ce réseau-là, en lui donnant les capacités et clés de compréhension pour devenir de plus en plus, mature et autonome. Je pense que le mieux maintenant, c'est de laisser la parole à Loïc Charpentier. Non, je crois qu'il y a encore une partie, ouais, une partie sur, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est depuis janvier? Donc on a vu ce qui s'était passé un peu en 2023. Depuis janvier, où est-ce qu'on en est? On est déjà passé à, 2 800 ambassadeurs, donc sur l'espace de 6 mois. On en a déjà recruté, quasi 900. Vous pouvez voir sur la carte de chaleur le déploiement par région, comment est-ce qu'il se répartit. Donc, sans surprise, les régions qui ont en gros le plus d'ambassadeurs, ce sont celles qui ont recruté il y a plus longtemps, le coordinateur. Ce qui était, une vérité sans exception il y a quelques mois, tente un peu à être moins vrai aujourd'hui. Il y a des dynamiques territoriales qui sont aussi un peu plus installées que d'autres et où il y a un recrutement qui s'est mis en place en s'appuyant sur des réseaux qui sont aujourd'hui, peut-être plus performants pour fournir, un nombre de volontaires, qui sont, un peu plus actifs et plus mobilisés. On a aussi une réalité de la taille de la région, hein, quand, vous voyez 340 en Nouvelle-Aquitaine, c'est forcément, pas la même réalité qu'en Guyane, par exemple. Hem, voilà pour cette carte, de chaleur. Ensuite, ce qui est important, c'est d'expliquer que les ambassadeurs Mon Espace Santé, sous l'égide, du coordinateur, réalisent une grande diversité d'actions et donc il y a, des actions qui sont réalisées à destination des usagers, d'autres à destination des professionnels de santé et il y a une partie plus chefferie de projet qui est de l'appui aux expérimentations. Il y a donc, un panel d'émissions des coordinateurs qui est très important. J'insiste là-dessus parce que souvent on n'identifie pas très bien quel est le rôle de ce coordinateur Mon Espace Santé et en fait, c'est vraiment, la partie, peut-être vous avez eu l'habitude de voir ce schéma-là, mais on a construit une jolie maison du numérique en santé. Il va falloir y mettre des gens dedans pour pouvoir y entrer et le coordinateur Mon Espace Santé, c'est vraiment son rôle. Hem, Aujourd'hui, cette sensibilisation des usagers, elle peut passer par, des choses un peu folkloriques, comme ce qui est fait, en région PACA, à travers un roadshow. Donc, j'y étais tout à l'heure, virtuellement, mais c'est littéralement, un camion floqué Mon Espace Santé qui traverse l'ensemble de la région. Ça peut être, aussi, sensibilisation, de forums seniors, donc quelque chose un peu plus classique. Il peut y avoir donc des sensibilisations de professionnels de santé. Donc là, ça peut être, des discussions auprès des CPTS qui sont souvent des bons relais pour pouvoir, réaliser de la diffusion de Mon Espace Santé. Ça peut être tour des officines comme ça s'est fait en Guadeloupe et enfin de l'appui aux expérimentations. Donc là, pour tous ceux qui sont dans des expérimentations en ce moment, normalement, vous avez bien identifié le coordinateur Mon Espace Santé qui vous aide dans le déploiement des usages, auprès des usagers et de la compréhension aussi auprès des professionnels de santé. Hem, la réussite et le déploiement de Mon Espace Santé, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, elle se réalisera pas que grâce, aux questions purement techniques, elle se réalisera aussi grâce aux usages et aujourd'hui, la personne qui a la meilleure vue sur ces questions d'usage, c'est vraiment le coordinateur,
mon espace santé. Je vais laisser la parole à Loïc Charpentier qui a réalisé beaucoup d'actions sur ces sujets-là, avec une double casquette à un moment en plus. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est surtout ma coordinatrice, Nikita Morvan, qui réalise le plus d'actions aujourd'hui et elle est absente, donc je prends le relais. Effectivement, en Bretagne, on essaie de développer et de consolider le dispositif ambassadeur Mon Espace Santé. Stratégiquement, on a décidé d'attaquer la chose sur 5 axes. En priorité, on a souhaité commencer tout naturellement avec les professionnels de santé qui étaient vraiment les plus légitimes pour parler de Mon Espace Santé à leurs patients, pour commencer à évoquer le sujet. Donc, on a un axe d'accompagnement auprès des établissements sanitaires, des structures d'exercice de ville, des ESMS. Et puis, cet accompagnement des professionnels qu'on fait déjà avec notre grade, eh bien, il vient se compléter justement avec le dispositif ambassadeur Mon Espace Santé, qui pour nous a plus une vocation à aller vers le grand public, les usagers vraiment, avec des leviers un petit peu différents que sont les réseaux de l'inclusion numérique. Et puis sur le grand public, on va aussi utiliser beaucoup de représentants, d'associations de représentants d'usagers qui sont aussi également bien implantés dans les établissements. Donc, nos ambassadeurs bénévoles nous aident beaucoup dans cette tâche. On les remercie infiniment pour leur mobilisation partout sur notre territoire. Ils se greffent aux événements qu'on peut mettre en place auprès du grand public. Et puis, c'est vraiment du public qui parle au public. Donc, ça a vraiment beaucoup d'avantages. On articule ces actions bien évidemment avec l'assurance maladie de façon la plus proche possible. Il y a vraiment besoin d'une coordination et de faire tous ensemble pour avoir un meilleur impact. Voilà, donc le dispositif ambassadeur pour nous, c'est vraiment le grand public, l'inclusion, les usagers. Là où les professionnels de santé sont plus accompagnés par notre grade par ailleurs. Donc tout naturellement, dans le cadre de l'expérimentation ESMS pilote Mon Espace Santé, en Bretagne, nous avons 3 pilotes. Nous avons une MAS, maison d'accueil spécialisée, un EHPAD et un SPASAD. Donc des publics très différents, des problématiques très différentes et des établissements très engagés pour autant qui nous permettent de poser des questions, de se poser des questions sur la méthode, sur certaines fonctionnalités. Donc l'action de notre coordinatrice dans le cadre de cette expérimentation va s'axer sur des sensibilisations auprès des usagers, auprès des familles, des aidants et des tutelles. Donc, que ce soit à l'EHPAD, au SPASAD ou à la MAS, donc des problématiques ont été soulevées, parfois très différentes. Effectivement, on a eu, par exemple, sur l'EHPAD, des questions de confidentialité des données. Hein. Ça a été évoqué tout à l'heure, la délégation aux aidants, la confidentialité via les familles qui notamment peuvent parfois accéder à Mon Espace Santé de leurs parents qui sont en EHPAD. Peut-être même parfois sans qu'ils le sachent. Hein. Donc là, on est à la limite du réglementaire, mais ça pose aussi question sur la visibilité des documents de santé qui sont un petit peu permis, autorisés via l'outil. Donc tout ça, c'est vraiment à questionner par des échanges lors de réunions de sensibilisation avec les familles pour bien recadrer un petit peu les choses et puis aussi poser les besoins de demain en termes de fonctionnalité avec peut-être un profil différent pour les aidants familiaux qui, en effet, pourraient ne pas être autorisés à avoir toutes les informations de santé, mais seulement certaines. Voilà, il y a la notion aussi de la fonctionnalité de directive anticipée qui est questionnée, qui n'est pas toujours facile d'aborder auprès des usagers et des familles. La notion de consentement aussi a été beaucoup soulevée, notamment à la MAS, avec des publics un petit peu particuliers, parfois avec un handicap très lourd, ne permettant pas forcément d'avoir un consentement explicite qui est formulé.
Donc, on a pu constater ça, aussi une réticence peut-être aussi de certaines tutelles au départ, justement, donc n'ayant pas forcément bien cerné tous les tenants et les aboutissants de la gestion d'un tel espace pour les personnes dont elles ont la tutelle. Donc, tout ça, voilà, on l'aplanit, on lève les freins. C'est effectivement l'enjeu de cette expérimentation et on avance pas à pas là-dessus. Je crois qu'il y a une autre slide après. Donc voilà, en termes d'offres de services, on accompagne les structures sur différents axes, qui va de la définition de la stratégie de communication de mon espace santé, la compréhension par les soignants, l'information du public, des professionnels et des patients, et puis le dernier cartouche en bleu, vraiment, voilà, un appui fort sur les représentants d'usagers qui pour nous sont une porte vraiment privilégiée pour sensibiliser au sein des structures les patients et les familles. Donc c'est vraiment sur cet axe-là qu'on va appuyer avec la coordinatrice du dispositif ambassadeur dans l'expérimentation. Et donc, il y a eu des actions, des réunions de sensibilisation qui ont été faites vers les usagers. Alors, on adapte voilà, le discours, les supports, les modes de présentation en fonction du public, évidemment. On peut utiliser les présentations en FALC, notamment. Voilà, on aborde aussi différents sujets si on s'adresse aux familles, aux tutelles, etc. Donc voilà, des réunions ont été menées dans les différents établissements. Il y a eu des participations intéressantes et des freins et des questions qui ont été levées. Alors, en termes d'anecdotes, par exemple, on a eu des personnes qui pensaient qu'elles n'étaient pas concernées par mon espace santé parce qu'elles n'étaient pas malades, pas particulièrement. Donc, je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de mon espace santé. Voilà, il faut réexpliquer vraiment la nature du service. D'autres pensaient que ne voyaient pas l'intérêt de mon espace santé parce que d'après eux, avec la carte vitale, le professionnel avait déjà accès à tout. Donc là, voilà, on n'est pas aussi sur une compréhension parfaite du périmètre de mon espace santé qui est plus sur la donnée de santé, sur le soin. Là où la carte vitale, on est sur autre chose. Donc voilà, on voit qu'il y a encore un gros chemin à parcourir dans l'explication de mon espace santé. On peut le faire donc avec notre coordinatrice également via des actions sur tout le territoire, des actions de grande envergure. Ça peut être effectivement, comme ça a été évoqué par Marianne, des forums senior, avec un très vif intérêt du public, plusieurs centaines de participants qui venaient se renseigner, etc. On crée des événements également avec les structures d'exercice coordonnés, type CPTS, avec les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles sur le territoire. Donc, on peut organiser des formats un peu hybrides avec une forte mobilisation du public comme point d'entrée garant d'un bon fonctionnement, avec une communication forte vers la presse quotidienne régionale pour mobiliser et pour avoir aussi un relais important dans les médias locaux. Les populations lisent beaucoup la presse quotidienne régionale, donc quand on crée un événement, une sensibilisation d'envergure, il faut bien communiquer avant sur cet événement. Et là, on peut faire voilà, des formats un peu donc, hybrides avec présentation de mon espace santé, des petits stands d'activation, d'aide à l'activation en marge, avec des espaces de convivialité pour juste échanger aussi, lever les craintes qu'il pourrait y avoir autour de mon espace santé. Donc, on a quelques événements qu'on a pu créer qui ont eu beaucoup de succès comme ça en Bretagne. Donc, on va les multiplier, on va les amplifier. On s'appuie aussi sur des événements type la semaine de la sécurité du patient. Qui permet d'intervenir, de faire le tour des établissements dans le cadre de cette semaine pour sensibiliser le patient et le public. On s'appuie aussi sur des réseaux comme les mutuelles, comme les réseaux d'inclusion avec lesquels on va accélérer dans les prochains mois pour leur permettre de mener aussi des actions proactives
des actions d'inclusion au plus profond des territoires avec des réseaux spécifiques, et puis des actions aussi de prévention, d'aller vers dans le cadre de dispositifs de prévention. Donc ça tombe bien, l'agenda est arrivé, il va nous permettre d'amplifier aussi voilà, ces actions, toujours en partenariat avec l'assurance maladie et nos partenaires. Voilà, donc je dirais que la dynamique est bonne. On sent qu'il y a vraiment de plus en plus d'intérêt du public pour cet espace. On sent qu'à la fois, il y a quand même beaucoup de lacunes de connaissance de l'outil et même d'information. Donc, on va essayer de se faire rencontrer un petit peu ces deux dynamiques et puis combler les trous dans les mois à venir. Donc, on a toujours un site pilier en Bretagne dont le lien est en bas de page, promoteur-mon-espace-santé.bzh, qui nous permet de à la fois diffuser la connaissance, diffuser des ressources, proposer des flyers et puis capitaliser aussi toutes les bonnes volontés d'ambassadeurs qui voudraient s'inscrire pour mettre en place des actions à leur niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site si vous voulez prendre part à l'aventure du dispositif en Bretagne. N'hésitez pas. Voilà ce que je pouvais dire pour la dynamique bretonne. Merci beaucoup, Loïc, de nous avoir partagé tout ce que vous faites au niveau de la région pour accompagner les établissements et les pros. Du coup, je vois qu'on dépasse un petit peu. Alors, nous, on avait juste dernière info à vous passer. Ça concerne le REX intermédiaire de l'expérimentation Mon Espace Santé pour les ESMS. Donc là, on va arriver à un jalon assez important, hein, le jalon de mi-parcours. Donc, en tant qu'établissement pilote, vous devrez envoyer à ARS avant le 14 juin votre template, le template rempli en fait du retour d'expérience intermédiaire. Vous l'envoyez à la région qui nous le renverra ensuite par la suite pour qu'on puisse les compiler. Et puis ensuite, la deuxième étape, c'est de venir présenter votre REX. Il y a une session par région qui est organisée donc avec les pilotes et avec les équipes d'accompagnement régional. Donc, si jamais vous n'êtes pas disponible en tant que pilote, ce sera la région qui pourra retranscrire ce qu'il y a noté sur votre template. Mais voilà, ce sera intéressant d'avoir ce temps d'échange avec vous directement. Et puis la troisième étape, c'est ce qui se passe le 11 juillet de 14h à 16h. C'est le REX national de l'expérimentation Mon Espace Santé dans le secteur médico-social à mi-parcours. Donc, on va compiler l'ensemble des REX des différentes régions pour en sortir les grands enseignements à mi-parcours, les éléments saillants par secteur et également revenir sur les irritants. On a déjà parlé là pendant cette session de quelques points qui sont revenus, hein, délégation aidant, les tutelles, etc. Donc voilà, si vous n'aviez pas encore l'info, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous a mis le lien sur cette slide-là, mais peut-être qu'on va vous le remettre aussi dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire dès maintenant et réserver ce temps-là. Voilà, et n'hésitez pas à nous faire remonter toutes les questions que vous avez. On a mis en place un formulaire dans lequel vous pouvez faire remonter toutes vos questions. L'idée, c'est qu'on puisse les aborder lors de ce dit nous tout pour pouvoir vous répondre en direct. Voilà, désolé, on a un petit peu dépassé sur le timing. Je vois que le lien a été mis dans le chat. Je ne sais pas, Anne, tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, absolument. Non. Tout est dit. C'est top. Hein, pour les prochaines séances, il y a eu de beaux retours d'expérience sur le médico-social. Donc, je pense qu'il y a une matière qui était intéressante pour ce dit tout, pour ce secteur d'activité. Donc, non, rien à ajouter. Hormis le remerciement pour la mobilisation des pilotes sur ce sujet, cette expérimentation, et qu'on attend une matière riche et précieuse pour la suite de la généralisation de Mon Espace Santé. Je te laisse le mot de la fin, Nelsa. Bien sûr, donc en même temps, tu as déjà fait un petit peu le mot de la fin, donc merci encore pour ce Dites-nous tout. Pour rappel, donc le prochain Dites-nous tout est le 4 juillet, suivi
la semaine d'après avec les deux, justement, retours d'expérience intermédiaires. Donc, n'hésitez pas, normalement, les liens d'inscription sont déjà disponibles sur la page, justement, des webinaires sur le site de l'ANS. On vous les a remis en visibilité dans le fil de discussion. Et encore moins. Merci à Sébastien d'être intervenu pour faire l'agenda et à tous les autres intervenants et les retours toujours aussi riches. Et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain.